Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous parler aujourd'hui de l'idée la plus complètement débile de la longue succession d'idées complètement débiles de la guerre froide. Juste avant de commencer, je rappelle, si jamais vous ne l'avez pas vu passer, j'ai actuellement une campagne de crowdfunding qui est en cours. Vous trouverez le lien ici et dans la description. Voilà, si vous voulez en savoir plus. La campagne est déjà validée, hein, on a éclaté les premiers compteurs et maintenant les compteurs tombent les uns après les autres, ça c'est... merci, hein, les gens, voilà. Donc à partir de maintenant, très clairement, si vous participez, c'est pour qu'on puisse faire des événements IRL, qu'on puisse produire éventuellement la suite de RL3 ou la série Tesla. Voilà. Donc, idée, débile, guerre froide. Alors, juste la guerre froide, s'il y en a 2-3 dans le fond qui ne voient pas bien de quoi on parle. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une période un peu de tension. Mais pas juste de tension, de tension sa mère. Entre d'un côté le bloc soviétique, hein, l'URSS, le bloc de l'Est, et de l'autre côté le monde occidental, le bloc de l'Ouest, avec à sa tête les États-Unis d'Amérique, l'OTAN. Voilà. Si vous pensez guerre froide, pensez URSS, OTAN. Et ça s'appelle la guerre froide parce que pendant des décennies, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, ça a été la guerre, mais pas vraiment la guerre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à proprement parler des Américains et des Russes qui se mettaient sur la gueule, mais il y avait régulièrement des alliés d'Américains et des alliés des Russes qui se mettaient sur la gueule. C'est arrivé notamment en Afghanistan et je ne peux que vous conseiller de voir le film La guerre selon Charles Wilson, écrit par Aaron Sorkin, qui raconte, alors c'est un petit peu romancé, mais qui raconte l'histoire vraie de comment les États-Unis ont armé les Moudjahidines en Afghanistan pour lutter contre les Russes. Quand on sait comment l'histoire s'est terminée, c'est abominablement ironique, mais c'est pas le sujet. Pendant la guerre froide, donc, entre autres choses, les deux blocs, bloc de l'Est et bloc de l'Ouest, se sont nucléarisés et ont accumulé suffisamment d'armes nucléaires pour pouvoir s'assurer que si jamais il y en avait un qui faisait un pet de travers, c'était la fin de l'humanité. Une stratégie militaire connue sous l'acronyme MAD, pour Mutually Assured Destruction, donc destruction mutuelle assurée, hein, l'équilibre de la terreur, tout ça. L'idée, elle est simple, hein, c'est que puisque de part et d'autre, on est capable de faire sauter absolument tout le bloc d'en face, eh ben on est condamné à ne surtout pas bouger une oreille. Il y a eu quelques moments où ça a failli partir en cacahuète, on est passé à ça. Hein. Alors je vous invite également à voir pêle-mêle le film 13 jours, Docteur Folamour, X-Men First Class. Non. Enfin, si vous voulez, mais... non. Mais de toute façon, c'est pas non plus ça le sujet. Non, le sujet, c'est que pendant la guerre froide, le Royaume-Uni, qui dispose également de la bombe atomique, je rappelle que le Royaume-Uni a participé au projet Manhattan, CF ma dernière vidéo sur Feynman, ici et dans la description. Et au sein du Royaume-Uni, il y a un département de la défense qui s'appelle le RARD, pour Royal Armament Research and Development Establishment, avec un accent de merde, donc établissement royal de recherche et développement d'armement, situé à Fort Alced dans le Kent. Et comme son nom l'indique, ce machin travaille à la R&D en matière d'armement, notamment mais pas que, d'armement de défense. Et en 1954, ce département bosse sur un projet qui s'appelle Blue Peacock, le pan bleu. Projet qui, avant, s'appelait Blue Bunny, donc lapin bleu, enfin précisément lapinou bleu, et son nom d'origine c'était Brown Bunny, lapinou marron. Et en vrai, je sais pas ce qui me fascine le plus, entre le fait qu'il y a des gens qui réfléchissent à trouver des noms pour, vous allez voir pourquoi, je ne vais pas vous spoiler maintenant, et le fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se pointe et qui dit « Ah, Brown Bunny, lapinou marron, c'est pas bon ça comme nom, c'est pas bon pour ce qu'on fait. Lapinou bleu, c'est mieux. » Et vous savez quoi? Lapinou bleu, c'est même un peu léger. Pan bleu, ça c'est bien comme nom. Ce projet concerne le développement d'armes nucléaires tactiques et précisément leur idée est la suivante. Il existe un risque, oui, que l'Union soviétique essaye d'envahir l'Europe. Voilà, ça fait partie des axiomes de base de la guerre froide. Or, si l'Union soviétique tente d'envahir l'Europe, un des moyens possibles serait qu'il passe par le nord de l'Allemagne de l'Ouest. Bon, ça vous vous rappelez, hein? À l'époque, il y a deux Allemagnes. On en a parlé dans la vidéo sur les chansons qui mentent. C'est là et dans la description. La question à laquelle le Royaume-Uni tente de répondre est la suivante.
Si l'Union soviétique tente d'envahir l'Europe par le nord de l'Allemagne de l'Ouest, qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher? Précisément, comment peut-on, si jamais ils tentent une invasion, non seulement les empêcher d'envahir, mais en plus s'assurer qu'ils ne vont pas réessayer le lendemain? Et donc ils vont bosser là-dessus pendant des mois et des mois, ils font de la R&D, c'est-à-dire que c'est leur métier, et ils finissent par arriver à la conclusion suivante. On va mettre des mines dans le sol, le long de la frontière. Comme ça, s'ils essaient de passer, boum. Mais attention, les mines, elles seront nucléaires, ok? Comme ça, s'ils essaient de passer, non seulement boum, mais en plus, ça fera vraiment un gros boom. Et là, les gars, ils seront séchés sur place. Non seulement ça, mais en plus, ce qui se passe, c'est qu'à cause de la contamination radioactive, les mecs, ils pourront pas repasser, ni le lendemain, ni pendant, je sais pas combien de centaines ou de milliers d'années, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est bien comme solution, ça, ou pas? Eh ben, croyez-moi pas, c'est même pas encore ça leur idée complètement débile. Bon, évidemment, vous comprenez bien que tout ce dont je suis en train de parler, à l'époque, c'est totalement top secret, personne n'est au courant de rien, à part quelques hauts gradés, et puis des responsables triés sur le volet dans le gouvernement. Mais déjà, à ce moment-là de l'histoire, chez les gens qui savent, ça tique un peu quand même. Oui, parce qu'on se dit, voilà, c'est pas pour critiquer, mais les gars, ils disent, quand même, ouais, ok, ça marcherait, il n'y a rien à dire, techniquement, ça marcherait. Mais la méthode, quand même, contamination radioactive, tout ça, genre la méthode de la terre brûlée, c'est pas tellement l'ambiance, normalement. Cela étant que personne ne retire la prise de ce projet, ils continuent de réfléchir, ils continuent d'avancer, et à ce moment-là, ils sont confrontés à un problème technique. Et c'est là qu'on va commencer à rigoler, j'annonce. Déjà, la mine, elle est basée sur une bombe qui s'appelle la bombe Danube bleue. Mais en plus, elle est agrémentée d'un genre de caisson, un boîtier, si vous voulez. Enfin, bref, le tout fait 7,5 tonnes. Donc c'est un machin qui est gros et lourd. Titre? Ouais, beauf. Alors, c'est pas vraiment le problème majeur, je veux dire, les gars savent déplacer des trucs qui font 7 tonnes. Mais, quand il va s'agir d'aller enterrer des blocs de 7 tonnes le long de la frontière avec le bloc de l'Est, ça risque de se voir. Donc il faut qu'ils gardent ça en tête. Ensuite, problème numéro 2, il va falloir s'assurer que les mines ne seront pas sabotées. Et oui, parce que c'est des mines. Le but d'une mine, c'est vous l'enterrez, et puis vous vous cassez. Le but, c'est qu'elle reste sans surveillance. On est quand même en train de parler, là, d'enterrer des bombes nucléaires actives et de les laisser sans surveillance. Donc oui, il faut s'assurer qu'elles ne vont pas être sabotées. Est-ce que vous aussi, vous le sentez que ça pue comme idée? Donc, dispositif anti-sabotage, c'est-à-dire, par exemple, quand le boîtier est scellé, on le met sous pression, avec un capteur de pression. Ce qui fait que si quelqu'un essaie d'ouvrir sans désamorcer le machin, boum. Ah, et juste pour info, les bombes en question, c'est du 10 à 12 kilotonnes. Juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, Little Boy Hiroshima en 1945, c'est 15 kilotonnes. Donc c'est moins, mais c'est pas beaucoup moins. Oui, d'autant qu'à l'époque, on sait faire beaucoup plus puissant que ça, beaucoup plus puissant. Mais c'est bien déjà quand même. Par ailleurs, le boîtier est agrémenté d'un capteur d'inclinaison, ce qui fait que si on essaye de déplacer la mine sans la désamorcer, boum. En gros, si on ouvrait le boîtier, ou si on le remplissait de flotte, ou si on essayait de le déplacer, il devait péter après 10 secondes. Et en parlant de péter, justement, il y avait 3 manières de faire péter ces mines. La première, c'était si on essayait de la saboter, boum. Ensuite, on pouvait déclencher l'explosion avec un fil, à 3000 de distance, et 3000, ça fait à peu près 5 km. Et là, j'aime mieux vous dire que 5 km, ça fait pas beaucoup. Ok, donc Hiroshima, c'était un peu plus puissant. Hiroshima, ça a tué des gens sur 12 km à la ronde. Alors, ok, Hiroshima, c'était pas au niveau du sol, c'était en altitude, justement pour pouvoir taper plus large. Mais quand même, à 5 km, moi, je fais pas le malin. Enfin, et c'était un des intérêts majeurs de ces mines-là, elles devaient être capables de péter après une durée de 8 jours. C'est-à-dire que vous déclenchez une minuterie, et 8 jours après, boum. Sauf que les gars du RAD, c'est pas des trous de balles, je veux dire, c'est pas des novices en matière d'armement. C'est un peu comme qui dirait leur spécialité, vu que c'est leur spécialité. Et là, il y en a un jour qui s'est dit, attendez, les gars, oh. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il fait froid? Parce que, oui, au nord de l'Allemagne de l'Ouest, il peut arriver qu'il fasse froid. Or, le problème avec ces mines,
c'est qu'avec tous les trucs dans le caisson anti-sabotage et compagnie, ça fait beaucoup d'électronique embarquée, tout ça. Électronique qui, en l'occurrence, supporte pas nécessairement très bien le froid, qui plus est pendant 8 jours d'affilée. Ah merde! Alors, ok. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va isoler le caisson avec de la fibre de verre. Comme ça limitera à balle les échanges thermiques. Alors oui, pas mal, mais 8 jours d'affilée quand même, hein. Ouais, c'est vrai, merde. Bon, quelqu'un a une idée? Moi, j'ai une idée. Ce que je vais vous raconter à partir de maintenant a été déclassifié en 2004. Précisément, ça a été déclassifié le 1er avril 2004. Et je dois dire, vu la gueule de ce que je vais vous raconter, il faut être sacrément con pour déclassifier un truc pareil un 1er avril. Parce que tout le monde a cru au poisson d'avril. Et il a fallu que Tom O'Leary, un des directeurs des Archives nationales, prenne la parole, publiquement, pour dire « c'est pas un poisson d'avril, la fonction publique ne fait pas de blagues ». Et il a fallu ça pour qu'on se mette à prendre au sérieux ce qu'ils avaient largué. Et donc cette idée, quelle est-elle? Et vous allez voir, en plus, c'est une bonne idée. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une bonne idée. C'était quelque chose. Et voilà l'idée. On va enfermer dans le caisson avec la bombe une poule. Une poule vivante, d'accord, avec de quoi bouffer pendant 8 jours, d'accord. Comme ça, la poule, elle va couver l'électronique de la mine pendant 8 jours, et au bout des 8 jours, boum! Je répète, l'idée de l'Établissement royal de recherche et développement d'armement pour se prémunir d'une éventuelle invasion de l'Union soviétique par le nord de l'Allemagne de l'Ouest consiste à enterrer des mines nucléaires de 10 à 12 kilotonnes dans le sol au bord de la frontière, et pour empêcher que l'électronique embarquée dans ces mines, qui est là notamment pour empêcher qu'on puisse les saboter, pour empêcher que cette électronique gèle, il faut intégrer au dispositif une poule vivante avec de quoi bouffer pendant 8 jours pour que cette poule puisse couver l'électronique avant que la bombe ne pète, boum! Et la poule, elle devient quoi exactement? Quoi, après l'explosion? Ouais, quand la mine explose. Ah ben rien, la poule, elle devient rien. Littéralement rien. Hein. Elle est vaporisée sur place. Hein. Il en reste rien. Et ça aurait quand même fait gueuler le service de protection des animaux s'ils avaient utilisé des poules dans leur mine nucléaire. Alors, comment te dire? Si des bombes atomiques de 12 kilotonnes avaient explosé à 50 bornes à l'est de Hambourg, les poules, ça aurait été le dernier des soucis de tout le monde. Ouais, mais c'est chaud quand même. Certes oui, mais le projet a été abandonné. Enfin, l'armée en avait quand même commandé une dizaine, hein, voilà. Mais le projet a été abandonné, précisément en février 1958, par le ministre de la Défense lui-même, qui trouvait que contaminer par une explosion nucléaire un territoire allié, on rappelle, hein, mais l'Allemagne de l'Ouest, c'est les alliés, c'était peut-être pas l'idée la plus opportune qu'ils aient eue en matière de stratégie militaire. Voilà. Et c'est ainsi que fut abandonné le projet Blue Peacock, qui reste, selon moi, l'idée la plus complètement débile de la longue histoire des idées débiles de la guerre froide. Oui. Voilà, c'est presque tout pour cet épisode. Juste encore 2-3 choses avant de conclure. D'abord, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. Je rappelle que mon compte Tipeee classique, celui qui existe depuis des années, ce compte-là est suspendu. Voilà, il n'existe plus. Tout simplement parce qu'on a atteint le premier objectif de la campagne des crowdfunding. Hein, c'était le premier truc qui devait tomber, c'était ça, pour pas faire doublon. Également, c'est un truc qui est tombé avec le premier et le deuxième objectif de la campagne qui ont été atteints. Normalement, sur cette chaîne, vous ne devez absolument plus voir de pub au milieu d'une vidéo. Sur la chaîne, il ne doit plus y avoir de coupure pub YouTube intra-vidéo. Donc, si jamais vous en voyez passer une, vous me faites un screenshot et vous me le faites savoir. Ça m'intéresse. Enfin, avant de finir, j'ai envie de rendre un petit hommage à Matthew Perry qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors, il n'est pas question de faire une vidéo spécifiquement sur Matthew Perry, voilà, mais j'avais quand même envie de dire quelques mots. La vidéo est terminée, hein, donc si vous en avez rien à carrer de Matthew Perry, vous pouvez quitter la vidéo. Il n'y a pas besoin de rester exprès pour que ça vous agace et que vous vous énerviez dans les commentaires que vous en avez rien à foutre de Matthew Perry.
Ok? Voilà, je voulais juste rappeler que pendant le tournage de Friends, il était responsable d'une bonne partie de ses propres punchlines, et que quand les punchlines des autres comédiens fonctionnaient pas assez bien, on faisait souvent appel à lui pour essayer d'en trouver une meilleure. Voilà. Les scénaristes et les autres comédiens étaient drôles, hein, je suis pas en train de dire le contraire. Mais lui, il était drôle d'un autre niveau. Et notamment, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est un jour, il était invité dans l'émission Ellen DeGeneres, et il a raconté une blague. Alors, je ne vais pas vous montrer l'extrait, mais il se trouve assez facilement sur Internet, voilà. En revanche, je vais vous interpréter la blague qu'il raconte, telle qu'il la raconte. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir avec cette blague, c'est que la réaction, c'est assez étrange, mais en général, ça fait rire 50% des gens. Il y a 50% des gens, quand ils entendent cette blague, ils rigolent. Et 50 autres %, ils entendent cette blague, et ils se disent « Non mais t'as dit des trucs, mais c'était pas, enfin, c'est pas que c'était pas drôle, il n'y avait pas de blague, il n'y avait rien. » Et la blague, la voici. Alors c'est un type qui se promène, et une particularité, c'est qu'il a une énorme pêche à la place de la tête. Le fruit, hein. Une pêche en guise de tête. Puis il y a un autre gars qui se promène dans la rue, qui le voit, et alors il se met devant, il l'interpelle, il fait « Attendez monsieur, être conscient que vous avez une pêche à la place de la tête? C'est quoi l'histoire ?» Et l'autre il dit « Bah écoutez, je vais vous raconter, vous allez voir, c'est fort cocasse. Il y a quelque temps, je suis tombé sur un génie, genre génie de la lampe, Aladdin, tout ça, voilà, qui m'a dit « Mec, tu as 3 vœux. » Alors au début, j'étais un peu dubitatif, donc j'ai dit « Très bien, mon premier vœu, je souhaite être immensément riche. » Putain, j'avais à peine fini ma phrase, il y a un mec qui se pointe et qui me largue des mallettes de pognon. Mais genre, il y avait des millions et des millions, je suis multimillionnaire. Donc du coup, j'étais chaud, bah, deuxième vœu, je souhaite que la femme la plus belle du monde soit folle amoureuse de moi. Pareil, j'avais à peine fini ma phrase, Mila Kunis qui débarque en courant, qui se jette dans mes bras en me disant « Je t'aime », et là, on se marie dans 1 mois. L'autre, il fait « Et le troisième vœu ?» Il dit « Troisième vœu, j'ai demandé à avoir une pêche à la place de la tête. » On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Spoiler, ce sera un La Preuve par Vieux. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt.